Bienvenue à l'entretien de la semaine. Depuis fin 2019, un sujet retient l'attention du monde entier. Il s'agit de l'épidémie du coronavirus. Un virus inconnu de la famille des coronavirus est apparu dans le centre de la Chine et se propage une nouvelle épidémie qui embrase l'économie mondiale. C'est la Chine qui a pris des mesures drastiques de quarantaine qui concernent près de 60 millions de personnes. Les virus comparables à celui de la grippe espagnole se répand maintenant dans de nombreux pays et devient hors de contrôle. Le nouveau virus de la famille des coronavirus est baptisé Covid-19. Pour en parler, quoi de mieux que d'inviter l'un des spécialistes de la médecine biologiste, plus de 30 ans qu'il est diplômé en tant que médecin biologiste. Il a été d'abord médecin, puis il s'est spécialisé dans le domaine de la biologie médicale, une discipline qui s'est trouvée être le fondement même véritable des sciences médicales. Bien installé en France, il décide tout de même de retourner au Rwanda afin de participer à la refondation de son pays. Il décide donc de mettre à la disposition de son pays son expertise en créant un centre biomédical du Rwanda, premier centre de diagnostic de biologie par l'intermédiaire des analyses des laboratoires qu'il a commencé, il faut le rappeler, dans le privé. Il s'agit donc du docteur Alphonse Karagilgwa. Bienvenue, docteur Alphonse. Merci. Revenons, si vous le permettez, sur ce coronavirus, le Covid-19, qui fait trembler le monde. Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur du coronavirus ? Définitivement, je veux dire que comme tout le monde, c'est les médias, c'est à travers les médias, puisque n'ayant pas de cas, effectivement, dans nos contrées, donc on n'a pas l'expérience, et d'abord par mon métier, ensuite en suivant les médias européens surtout. Sincèrement, je crois qu'il y a une énorme part de faire peur. Est-ce que c'est... on fait peur d'une façon excessive. Moi, je dirais pas... Vous avez cité la grippe espagnole, là, tout à l'heure. Oui. Je vais d'abord vous dire que la grippe espagnole, effectivement, c'est je crois, le modèle par excellence de ces épidémies qui ont ravagé le monde et qui ont tué des dizaines de millions de gens. Dizaines de millions. Mais celui-ci, non, je ne vois pas pourquoi on aurait beaucoup plus peur que pour d'autres maladies, Ebola par exemple. Et comment s'est transmis ce virus, le Covid-19 ? Alors, je vais vous résumer ça. D'abord, le virus, à l'origine, il est hébergé dans la nature par un animal. Je crois qu'on a assuré que c'est Agachurama, la chauve-souris. Alors, pour passer à l'homme, il faut l'intermédiaire d'un autre animal contaminé par la chauve-souris. C'est d'ailleurs cet intermédiaire que jusque-là, l'autre intermédiaire, on ne sait pas vraiment lequel c'est. On parle du pangolin. Exactement. Le pangolin était le plus suspecté et c'est venu, la transmission à l'homme serait venue, presque sûr, est venue de ce marché aux bestiaux, aux animaux sauvages dans cette ville de Wuhan en Chine, où il y a le commerce de tous ces petits animaux-là, dont le pangolin. Une viande très appréciée dans ce contrée. Voilà. Donc on suppose que, certainement d'ailleurs, que le coronavirus a été transmis à l'homme par l'intermédiaire de ce petit animal. Vous qui travaillez dans des laboratoires, ces virus ne ressemblent à aucun autre virus. Quelle différence, par exemple, entre le Covid-19 et le SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, ou encore le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ? Exact. D'ailleurs, c'est ses prédécesseurs. Ce sont des coronavirus aussi. Le SRAS, effectivement, donc, qui a ravagé, qui s'est répandu un peu dans le monde en 2002, 2003, 2004. Et le MERS là, du Moyen-Orient, c'est des coronavirus aussi. En réalité, le Covid-19 aussi est un coronavirus. Il n'est pas, en termes de structure, il n'est pas, la manière dont il est bâti, il n'est pas tellement différent des deux autres. La seule différence, c'est la manière dont il se comporte. Il se comporte
depuis le mi-décembre jusqu'à maintenant, 3 mois, la manière dont il se répand, il voyage, dont il se répand dans le monde. Contrairement aux 2 autres virus précédents dont vous avez parlé, qui ne se sont pas répandus aussi loin dans le temps. De nombreux pays développés ont apporté des réponses rapides et efficaces à l'apparition de premiers signes de la maladie, notamment la France, où vous avez résidé pendant de nombreuses années. Et puis la Chine, la deuxième puissance économique, ou peut-être la première puissance économique du monde, qui se trouve être l'épicentre de l'épidémie, ce qui nous amène à nous poser la question de la préparation du continent africain à la maladie. Comment le continent se prépare ? Alors, pour revenir à l'Afrique, effectivement, donc il y a ces pays industrialisés où on a le plus grand nombre de cas maintenant après la Chine. L'Afrique, voilà, moi c'est vraiment une bonne question ça, parce que quand nous regardons tous les uns les autres depuis 2 mois, 3 mois, avec cette fulgurance dont l'épidémie se répand, comment est-ce qu'en Afrique, un truc au Nigeria, par an, un expert ou un expat italien. Voilà. Oui. Le Sénégal, pareil, idem, c'est un Français. Un Français. Un autre, 2. Un retraité français qui est revenu de France. Voilà, et on regarde pareil, l'Égypte. En effet, on peut se poser des questions. Comment l'Afrique n'est pas touchée, surtout l'Afrique subsaharienne. Alors. Est-ce que c'est une question, excusez-moi, je me taxerais peut-être de raciste. Est-ce que c'est une question de race ? Ça touche beaucoup plus les Européens du type européen avec la peau blanche, ou bien la peau noire est protégée. On peut se demander, en tout cas, je pense que c'est ouvert, il faudra qu'il y ait des recherches. Moi, il ne faut pas exclure la possibilité, yes, en tout cas la demande qu'il y ait des recherches profondes. Pour voir pourquoi est-ce qu'effectivement... Il y a quelques millions de Chinois qui sont installés en Afrique. Il y a peut-être une dizaine de millions de Chinois qui sont installés sur le continent. Et on connaît déjà la capacité sanitaire de l'Afrique pour répondre à ce genre d'épidémie. Et pourtant, l'Afrique est très faible, le système sanitaire africain est très faible. Et pourtant... C'est bizarre, on ne voit pas venir ces virus ici en Afrique. C'est ce que j'essayais aussi de réfléchir à haute voix avec vous. Parce que finalement, peut-être que, d'abord, même en Chine, gardons en mémoire que cette épidémie était quand même concentrée dans un coin de la Chine, une ville qui s'appelle Wuhan, la région, 11 millions d'habitants tout de même. Sur 1,3 milliard d'habitants. Voilà, c'est très important. Donc, les mesures de confinement, combattre, le garder dans le coin, quand même ont été prises par les autorités chinoises sanitaires dès le début, tout de même, il faut le reconnaître. Donc, la probabilité que des Chinois venant à cette époque-là, depuis mi-décembre jusque maintenant, donc 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, venant en Afrique, partant de là où les Africains qui ont été dans cette période de fenêtre pour venir à Kigali, à Rumboa, à Léopoldville, oui. À Kinshasa. L'Afrique des Grands Lacs. L'Afrique des Grands Lacs est moindre. Franchement, je crois que c'est plus la faiblesse des échanges qui ne sont pas aussi nombreux que ce que je veux dire avec, par exemple, la Lombardie en Italie ou la Corée du Sud ou l'Iran. Donc, une autre question, quelles sont les personnes les plus exposées au coronavirus Covid-19 ? Les personnes les plus exposées. Bien, alors là, clairement, cela a été établi par tous les cas étudiés en Chine et en Europe à l'heure actuelle. Clairement, c'est des personnes, on peut dire, âgées, en majorité, et qui souffrent de la maladie, c'est-à-dire qui développent la maladie. Parce qu'il y a des gens qui ont le virus et qui ne sont pas malades, il ne faut pas l'oublier. Et comment ça se transmet, ce Covid-19 ? On peut revenir brièvement. Comment se transmet ce virus d'être humain à un autre ? Alors, voilà, par exemple, je crois qu'on a définitivement, par rapport aux autres virus, effectivement, la différence aussi, vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire par comment vous appelez ça déjà ? Les échanges. Par l'air, les poumons, tousser envers quelqu'un. Si c'est à plus d'1 mètre, carrément cette voie de transmission a été abandonnée au profit
Sauf vraiment si vous êtes tout près, des champs tout près, à moins d'1 mètre. Sinon, c'est les mains, c'est clair. J'ai eu la surprise agréable de me laver les mains avec les savons anioniques en gel que vous avez mis à l'entrée de... C'est maintenant dans tous les bâtiments publics, hein? C'est une obligation, oui. C'est super, c'est vraiment magnifique parce que la transmission est contact entre hommes, d'homme à homme, mais par l'intermédiaire des mains. Quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent au Rwanda et partout ailleurs dans le monde? Alors, en fait, les conseils sont repris par tout le monde, tous les experts, en tout cas tous les médecins. C'est d'abord, s'il y a eu un voyage effectivement dans cette période-là en Chine, bien sûr, il faut être alerté, quoi, tout simplement. Deuxième conseil, c'est effectivement l'hygiène. Là c'est clair, on y revient, c'est le lavage des mains. Ça, c'est se laver les mains fréquemment, au savon, fréquemment. Pour nous, chez nous, au Rwanda actuellement, les conseils, c'est suivre les conseils donnés par les pouvoirs publics, la santé publique, le ministère, le Rwanda Biomedical Center aussi, donc qui met à disposition des médecins et de la population les recommandations nécessaires. Mais c'est vraiment l'hygiène. Merci, docteur Alphonse Kalagirgwa. Je rappelle que vous êtes l'un des spécialistes de la médecine biologiste, plus de 30 ans que vous détenez ces titres. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et nous espérons que vous serez toujours disponible pour nous donner des explications plus approfondies sur des sujets touchant à la santé, plus précisément à la santé touchant à la biologie.